Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, très rapidement, on va revenir sur ce qui se passe en Ukraine. Depuis la vidéo que j'ai postée hier, l'armée russe a pénétré donc la zone du Donbass, reconnue comme autonome et indépendante par Vladimir Poutine. Là, actuellement, c'est tout un manège diplomatique pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner comme sanction contre la Russie, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à soutenir Kiev, si jamais Kiev décide de faire la guerre à la Russie, en sachant qu'évidemment, si jamais l'armée ukrainienne décide d'attaquer l'armée russe dans le Donbass, comme je vous l'ai dit, ça va tenir qu'une semaine, parce que de toute façon, Kiev n'est pas, ou du moins l'armée ukrainienne n'est pas équipée, même si derrière, que ce soit les Britanniques, les Français, les Américains, à un moment donné, l'un des pays, ou plusieurs pays, vont être obligés de se mouiller, c'est-à-dire obligés d'envoyer, alors, non des soldats officiels, mais des, ce qu'on appelle plus vulgairement des mercenaires. Donc voilà. Mais je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce qui va être significatif, c'est savoir est-ce que cette fois-ci, oui ou non, l'Occident va décider de couper le SWIFT aux Russes. Et pour terminer sur l'Ukraine, la Chine a réagi. La Chine, elle ne s'implique pas, elle n'a pas d'intérêt dans ce conflit. Elle suit les recommandations, elle suit les principes et les valeurs de l'ONU, mais non sans quand même rajouter le fait qu'il s'agit d'un problème qui doit être résolu entre les Russes et les Ukrainiens, sans qu'il n'y ait d'intervention ou d'interventionnisme occidental, que ce soit français, européen, britannique, américain. En gros, les Chinois sont en train de vous dire, les atlantistes, vous êtes bien gentils, mais si on en est là, c'est aussi un petit peu à cause de vous. Voilà. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils le laissent suggérer de ce fait que finalement, cette situation, eh bien, notre responsabilité, ou tout du moins celle des Américains, est engagée depuis 2013, depuis le moment où on a décidé d'essayer de jouer un petit peu l'extension de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui critiquent Poutine justement de vouloir essayer de reconstruire l'ex-Union soviétique en essayant d'envahir des pays. Sauf que ces gens-là oublient de dire que c'est en réalité l'OTAN qui a été le premier à vouloir placer ses pions, à faire de l'influence autour de la Russie, pour évidemment empêcher de constater qu'en réalité, ce qui emmerde l'Occident, ce qui emmerde les Américains, c'est tout simplement Poutine. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en l'espace de 10 ans, il a redressé ce pays, et aujourd'hui ce pays redevient un acteur essentiel dans la diplomatie internationale, et non des moindres, puisque la Russie fait partie des pays qui sont les plus armés en matière de dissuasion nucléaire. Donc là, évidemment, on n'est plus dans le même schéma que l'on a pu voir avec l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, la Syrie, la Libye, etc. Parce que ce sont des pays, à la limite, on fait un petit peu ce qu'on veut en matière d'hégémonie, en matière d'influence, en matière d'interventionnisme, sans prendre le risque. Quoique avec la Syrie, ça a un petit peu débordé parce que la Syrie, Bachar al-Assad était un allié de la Russie, et ce qui a donné la légitimité à la Russie d'intervenir à la Syrie. Alors, non pas contre les rebelles, mais contre l'État islamique. Enfin, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que tout est une question de sémantique. Donc voilà, on en est réduit là. Donc je vous l'ai dit, hein, on verra les sanctions qui seront mises à la Russie. On verra si dans ces sanctions, le SWIFT en fait partie ou pas. Si jamais le SWIFT n'est pas coupé, eh bien ça voudrait dire ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que les pouvoirs financiers mondiaux sont tout simplement en train de mettre un petit peu le frein et peut-être littéralement de dire, bon, écoutez, vous pouvez soutenir Kiev si vous voulez, mais essayez de remettre une situation de statu quo, et puis voilà, on laisse couler comme ça pendant encore quelques années, comme on l'a fait depuis de toute façon 2014. Sujet donc de cette vidéo, on l'entend souvent, on en fait allusion, on dit même que c'était sujet de complotisme, c'est le crédit social. Alors, qu'est-ce que le crédit social ?
Pour comprendre le crédit social, il faut déjà comprendre ce qui existe. Ce qui existe, ce sont des identifications, c'est-à-dire des fichiers. Des fichiers sur vous, sur moi. Mais à la rigueur, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, plus particulièrement, sociétés civilisées, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien. Nous sommes déjà dans des systèmes de crédit social. Alors, pas à proprement parler aussi développés, aussi généralisés, aussi digitalisés, aussi standardisés, comme on va dire. Mais regardez par exemple quand vous naissez. Tant que vos parents ne vont pas vous déclarer à l'état civil, que ce soit dans l'état civil du pays dans lequel vous êtes né ou dans l'ambassade ou le consulat du pays dont vos parents vous appartiennent, puisque là encore, ça c'est tout à fait possible. Hein. Le problème c'est que ma femme est née sur le territoire américain, elle est américaine, mais sa mère qui était française l'a déclarée à l'état civil français pour lui permettre de bénéficier de la nationalité française par affiliation. Vous voyez, après c'est des questions de réglementation au niveau de la citoyenneté des personnes, même quand elles vivent à l'étranger, etc. Parce qu'il faut pouvoir permettre à des Français, par exemple, expatriés, lorsqu'ils sont en couple, lorsqu'ils ont un enfant qui naît, eh bien le Français doit pouvoir déclarer son enfant et pour lui donner le bénéfice de la nationalité française. Alors, évidemment, on se souvient que ça a posé pas mal de problèmes dans nos anciennes colonies, quand surtout c'était des couples mixtes, où l'un des parents était français, mais l'autre n'avait pas acquis la nationalité française. Vous voyez un petit peu le problème. Mais en effet, tant que vous n'êtes pas déclaré à l'état civil, officiellement vous n'existez pas. Vous êtes une entité vivante, mais non référencée. Donc à partir du moment où vous êtes déclaré, pour une identification, pour une classification, pour une appartenance, eh bien vous êtes déjà dans un principe de fichage. L'un des fichages les plus symboliques, c'est évidemment le casier judiciaire. Le casier judiciaire est une forme de classement au crédit social. C'est-à-dire qu'on établit vos fautes, ce pourquoi vous avez été condamné, ce pourquoi vous avez accompli votre peine, et à partir d'un certain temps, ces condamnations sont supprimées ou effacées du casier judiciaire, suivant évidemment le niveau de délit. Mais regardez par exemple, combien d'entreprises aujourd'hui demandent, n'exigent pas, mais demandent un extrait du casier judiciaire pour vous juger sur ce que vous avez pu éventuellement commettre en matière de délit. Évidemment, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Vous êtes parfaitement en droit de refuser de fournir ce document aux entreprises. Mais évidemment, dans ce cas-là, nous nous mettons alors dans une situation où l'entreprise a le pouvoir, tout simplement, de ne pas vous donner la possibilité de pouvoir prétendre à un emploi. Injuste. Discrimination. Le seul problème est-ce que la justice aujourd'hui peut légiférer sur le fait d'interdire à des entreprises de demander le casier judiciaire des personnes. Mais bien sûr que non. Tout simplement parce qu'il y a aussi le droit des entreprises de savoir à qui elles ont affaire, de connaître le passé juridique d'une personne pour savoir si, suivant l'activité, eh bien, il est possible que cette personne puisse être compatible moralement à l'emploi qu'elle prétend. Inversement, il est évident que pour certains métiers, pour certains secteurs d'activité, il y a une certaine légitimité. Il est évident que si jamais vous avez déjà été condamné 2 ou 3 fois pour vol ou recel, il est évident qu'on ne va pas vous donner la possibilité d'avoir un emploi dans une joaillerie ou dans la vente d'articles qui peuvent éventuellement avoir une certaine valeur. On ne va pas prendre le risque, on ne va pas tenter le diable de permettre à une personne de refaire une forme de délit, de vol chez un employeur. Donc, vous voyez déjà, le casier judiciaire est déjà une forme de crédit social. Votre permis de conduire. Aujourd'hui, la digitalisation permet de savoir si vous avez toujours vos points ou pas. L'administration. Aujourd'hui, un grand nombre de procédures
de service de la fonction publique sont informatisés. Alors, on vous garantit la sécurité de vos données. On essaie de choisir des informations qui sont autorisées de vous demander, qui sont autorisées d'être conservées, et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, en France, il est absolument interdit de vous demander des informations sur vos origines ethniques, religieuses, voire politiques. Pour l'instant. Donc vous voyez, vous êtes déjà plus ou moins fiché. Je vais finir ces différents exemples par le fait que, ne soyons pas naïfs, mais le fichage des individus, qui est interdit en France, existe certainement. C'est-à-dire un fichage illégal qui permet de déterminer quel type d'individu vous êtes, quel type d'orientation politique vous êtes, quel est le type de comportement que vous adoptez, quelle est votre situation, quel est votre positionnement par rapport à certains sujets, voire même si vous êtes un gentil petit mouton, ou si au contraire, vous êtes un mouton noir. Donc ces fichiers, ils existent. Mais évidemment, ils ne doivent absolument pas être officiels, ou voire même révélés, parce qu'ils sont illégaux. Mais ils existent. Preuve en est, c'est que petit à petit, on voit des lois. Des lois présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, présentées au Parlement, pour petit à petit permettre de donner quelques socles, des socles législatifs, qui à terme vont pouvoir évoluer, et à terme, aux yeux d'une situation, que par exemple celle que je vous ai donnée, ou que l'un d'entre vous m'a dit, par exemple l'institution d'une loi martiale en cas de situation de péril de la sécurité de la nation, eh bien ces lois permettraient tout d'un coup de pouvoir donner la possibilité temporairement à l'autorité de faire du fichage d'individus avec des compléments d'informations sur les origines, les orientations politiques, les idées, les propos, les tendances. Temporaires. Comme tout ce qui est temporaire, qui dure, jusqu'à légiférer pour institutionnaliser les principes. Eh bien, c'est évidemment vers le crédit social, vers lequel on s'oriente. Le crédit social, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement compléter, mettre en place un système centralisé des informations, je dis bien centralisé, puisque à l'heure actuelle, tous les exemples que je vous ai donnés sont des fichiers indépendants des uns des autres, en théorie, mais qui ne peuvent pas, ou sous certaines conditions d'obtention, d'autorisation de juges, de la justice, de magistrats, dans des procédures bien établies, permettre de pouvoir récupérer ces informations, de les relier les unes aux autres, etc., dans le cadre d'enquêtes bien précises. Mais là encore, enquête bien précise. C'est-à-dire que si vous avez un magistrat qui ouvre une enquête sur une personne, sur un propos, sur une raison complètement bidon, mais cette raison bidon va donner la légitimité d'une enquête, qui va donner la légitimité à des services, à des personnes de pouvoir collecter des informations dans les différents dossiers, dans les différents fichages, dans les différentes banques de données vous concernant pour établir votre profil. Mais là encore, c'est cadré par la justice, cadré par une procédure judiciaire, une procédure d'enquête. Sauf que le crédit social, lui, passe à côté de tout ça. Le crédit social, alors on prend souvent l'exemple de la Chine, c'est un système donc centralisé, c'est-à-dire que ce sont des données globalisées sur l'ensemble des critères qui pourraient être déterminants pour établir votre profil. Alors votre profil, pour vous présenter la chose de telle manière à justement dire, si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'est-ce qui vous empêche de donner toutes les informations, ou que l'on puisse collecter toutes les informations sur ce que vous faites, ce que vous pensez, etc. Alors, nous respectons évidemment la liberté d'expression, nous respectons la liberté d'opinion, jusqu'au jour où on décidera que la liberté d'opinion, oui, mais devra rester entre certains clous. Si jamais vous sortez des clous, attention, crédit social, cette personne a tenu tel propos, s'est inscrite à des mouvements, a eu telle affirmation,
a eu des idées complotistes. Donc, hop, hop, hop. Premier avertissement, attention. Vous avez des idées dissidentes. Vous êtes subversif. Vous devenez réfractaire à la valeur même de la société, qui respecte toujours vos libertés individuelles. Mais les libertés individuelles cadrées, décidées, gérées, selon votre comportement, déterminé par un crédit social. Ce crédit social peut s'étendre à beaucoup de choses. Peut s'étendre à vos propos sur les réseaux sociaux. Peut s'étendre à vos abonnements sur Internet. Vos sites, votre mode de consommation, vos déplacements. Et comme je vous l'avais donné déjà dans un exemple, si jamais un jour, par exemple, vous avez un propos qui dérange une doctrine, qui dérange des bien-pensants, si jamais vous prenez trop d'importance, si vous prenez trop de visibilité, eh bien on va trouver toujours le petit détail. On va toujours trouver l'élément à charge contre vous. Et on va s'en servir tout simplement pour vous casser les couilles. Comme l'exemple que je vous ai donné. Si par exemple, vous avez quelques difficultés pour rembourser vos crédits à votre banque, eh bien on pourra se servir de ça, alors que c'est une situation qui touche presque des millions de Français. Mais en ce qui vous concerne, on pourra se servir de cet élément en disant attention. Le Grand Conseil a décidé, au vu du crédit social que vous possédez, que vous êtes potentiellement peut-être une personne à risque de vouloir échapper à sa responsabilité, de devoir s'acquitter de ses dettes. En conséquence, de façon temporaire, nous allons vous interdire de quitter la ville dans laquelle vous habitez. C'est-à-dire qu'on vous autorisera uniquement à faire des déplacements pour vos achats personnels, pour votre travail, mais en revanche, vous n'aurez pas le droit de quitter une zone définie. Tant que vous ne vous serez pas acquitté de vos dettes, tant que vous n'aurez pas assuré, vous donnez l'assurance à votre banque que vous respecterez l'engagement de rembourser votre crédit. Vous avez un accident. Vous n'êtes pas responsable de l'accident. Mais vous faites l'objet d'une enquête. L'enquête qui va déterminer quelles sont les responsabilités, si vous êtes la victime ou le coupable. Tant que cette enquête ne sera pas terminée, eh bien on fera en sorte que vous ne quittiez pas la zone, que vous ne partiez pas ou que vous échappiez à vos responsabilités. Cet exemple-là, on peut l'étendre à tout. Des caméras dans les villes, identification faciale, tout d'un coup on vous observe, on vous voit en train de traverser en dehors des clous, ou on vous voit en train de traverser au feu rouge, ou on vous voit circuler dans une zone où logiquement vous n'êtes pas censé circuler, ou on vous entend tenir des propos dans des conversations qui peuvent être estimés être des propos séditieux. Voilà ce qu'est le contrat social. Le crédit social, pardon, je confonds avec l'œuvre de Rousseau. Donc le crédit social, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va vous présenter le crédit social comme étant un outil qui va nous permettre de lutter contre la délinquance, contre les violences, contre les incivilités. Alors en effet, ça peut le faire. Mais évidemment, ce n'est que le décorum. La finalité de l'histoire, c'est au moins d'avoir un outil qui permettra d'avoir un contrôle sur les individus. L'insécurité, la délinquance, la barbarie, la sauvagerie, les vols, l'agression, les viols, etc. ne sont que le prétexte. D'ailleurs, on constatera qu'en matière de lutte contre la délinquance, contre la violence, etc., on n'est pas vraiment au top-top. Et pour cause, parce qu'on veut laisser couler, on veut laisser la situation pourrir encore plus, pour demain vous dire, voilà, dans la mesure des moyens que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons plus être en mesure de lutter contre la délinquance, contre les violences, contre les incivilités. Donc, il faut nous donner des outils plus performants. Il faut nous permettre d'anticiper. Oui, vous allez me dire, Minority Report, le fameux Minority Report qui est dans ce concept de science-fiction de pouvoir anticiper un acte criminel. Ça peut, alors ça reste de la science-fiction, mais
d'argument de base n'en reste pas moins très liberticide finalement. C'est-à-dire acheter ou avoir le consentement du peuple. Alors, du peuple directement, ou sa représentation nationale, si tant est qu'elle soit véritablement représentative du peuple, si ce n'est peut-être représentative plutôt des intérêts intermondialistes. Eh bien, le Parlement démocratique pourra décider, au nom du peuple, démocratiquement, de permettre à l'autorité de mettre en place des lois, des systèmes, des principes, qui convergeront tous à la création du crédit social. Je vous le dis, un certain nombre de nos politiciens sont en admiration devant le système chinois. Parce que pour eux, c'est le moyen de s'assurer, de pouvoir continuer à se foutre de votre gueule, mais surtout de deux, d'avoir enfin un levier sur l'ensemble des Français. Si jamais vous avez le malheur de contester, de gueuler, de protester, de manifester, d'inciter l'insurrection contre cette oligarchie, contre cette plutocratie, le crédit social va permettre d'anticiper et d'éviter que finalement vous fassiez plus de mal par rapport au système ou vis-à-vis du système. Voilà ce que malheureusement le crédit social a pour vocation d'être, c'est-à-dire un contrôle de masse. Alors, en effet, on vous fera toujours en sorte de vous mettre dans les situations où vous trouverez que finalement le processus de crédit social sera bénéfique, sera à notre avantage pour lutter contre les malversations, contre les malfrats, contre les gangs, contre la délinquance, contre la violence, contre les séditieux islamiques, radicales ou de toute autre religion, voire lutter contre le terrorisme. Un terrorisme qui, entre nous, on l'appellera plutôt ça de la résistance. Voilà le crédit social, voilà son but, c'est de classifier, ranger, ficher, contrôler, vérifier, observer les individus dans leur comportement, dans leurs attitudes. Ça servira aussi pour d'autres choses, ça servira aussi pour des raisons commerciales. Ça pourra évidemment être utilisé, et d'ailleurs, petit aparté, j'ai pu voir récemment le dernier film de Jean-Pierre Jeunet qui s'appelle Big Bug, alors qui est une comédie assez fantasmagorique, etc. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui critiquent un peu le film, mais dans son film justement, il met cet élément, il met cette critique finalement du tout numérique, de la digitalisation, de la dématérialisation. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit, il y a très souvent des petits objets volants qui se baladent dans les quartiers résidentiels et qui s'arrêtent devant les maisons et qui, tout d'un coup, parce qu'une personne dans la maison est confrontée à une situation où, par exemple, par accident, casse sa cafetière, tout d'un coup, hop, le message, vous avez cassé votre cafetière. Sachez que grâce à votre bonus, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'achat de la nouvelle cafetière de telle marque, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait également dans Minority Report. Souvenez-vous, si vous n'avez pas vu le film, dans le film, il y a un scan en fait de l'iris. Et le scan de l'iris permet de pouvoir identifier les personnes à n'importe quel endroit. Et évidemment, le système permet également, sur les panneaux d'affichage, les publicités, ou même à un moment donné, Tom Cruise, dans son personnage, rentre dans un magasin, et dans le magasin, il se retrouve confronté à un hologramme qui lui dit, tenez, monsieur machin, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, la dernière fois vous avez acheté tel produit, etc. Si vous voulez, le nouveau produit est arrivé, machin, etc. Voilà. Et ça fait partie de tout ce système de numérisation. Alors si, en plus de ça, le crédit social, la dématérialisation, la digitalisation, vous rajoutez dessus l'intelligence artificielle. C'est-à-dire tous ces cabinets qui existent déjà, avec leurs algorithmes, pour faire de l'étude, de l'analyse de données. Si vous combinez ça à de l'intelligence artificielle, pour justement permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir définir, déterminer des profils d'individus, qui permettraient à des autorités, à des services ou à des bien-pensants
de vous définir comme étant de gentils citoyens, ou sinon comme étant des ennemis potentiels de la démocratie. Car le crédit social, c'est aussi ça, puisqu'évidemment, ce seraient des données numériques. Des données numériques que même certains hackers pourraient pirater. C'est déjà le cas. Regardez le nombre de délits qui sont aujourd'hui commis sur des personnes. Évidemment, généralement, les pirates choisissent des personnes qui ont quand même un certain confort financier et réussissent à bloquer des données essentielles de ces personnes. Donc imaginez demain ces mêmes hackers que nous avons aujourd'hui. Demain, avec un crédit social, imaginez ces personnes réussissent à bloquer, à pirater votre crédit social, c'est-à-dire vous faire disparaître de la société. Si vous ne payez pas la rançon qu'ils réclament de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros, eh bien, ils vous condamnent finalement à errer dans les limbes de l'inconnu, puisque vous n'existeriez plus aux yeux de la structure même de la société numérique. Et de fait, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pourrez plus vous déplacer, vous ne pourrez plus payer quoi que ce soit. Vous ne pourrez même plus utiliser vos outils puisqu'ils seraient bloqués, puisque n'ayant plus aucun accès au référencement même de votre existence numérique. Donc vous voyez que ce n'est pas complotiste de dire que le crédit social pourrait être la fin des libertés. Elle est déjà menacée, la liberté. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé au Canada, avec cette fameuse loi qui a permis à l'autorité de bloquer les comptes bancaires de ceux qui ont été identifiés comme étant des manifestants. Sauf que, qui empêchera le gouvernement canadien de rentrer dans cette masse de personnes? Alors, je vous rassure, ils ont bloqué, je crois, 46 ou 47 comptes bancaires de manifestants sur les 191 manifestants qui ont été identifiés, interpellés, etc. Donc, c'est peanuts. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un laboratoire, c'est un test. Un test, certes, dont les victimes sont extrêmement minoritaires. C'est un très petit nombre. Mais avec cette action, ils sont en train de voir jusqu'à quel point les Canadiens vont accepter ce principe. Déjà, il y a un peu de réfractaire dans l'histoire, puisque sur l'ensemble des régions du Canada, une grande majorité d'entre elles refusent la mise en application de cette loi. Donc déjà, c'est un bon signe. Mais pour combien de temps? Je rappelle, aux États-Unis, c'est à peu près le même principe. C'est qu'il y a 50 États. Donc si jamais l'État fédéral fait passer un décret ou un fameux mandat présidentiel qui devra s'imposer à tous les États n'ont pas l'obligation de le respecter. Ils peuvent très bien le contrecarrer en faisant une loi qui abroge la loi fédérale. Mais en Europe, avec la fameuse Commission européenne, rappelez-vous, cette volonté d'essayer de... D'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas avec certaines régions de France, où certains décrets européens de la Commission européenne, alors évidemment pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, aujourd'hui, n'ont plus l'obligation de passer par la voie parlementaire française. Elle rentre directement en application dans les régions. C'est-à-dire que les régions ont un accord avec l'Union européenne pour mettre en application les décrets de la Commission européenne. C'est-à-dire que là, il n'y a quasiment plus de souveraineté nationale. Ça existe, c'est déjà le cas. Donc vous imaginez qu'à l'échelle de l'Union européenne, si demain ils décident de commencer à mettre en place un crédit social, ou tout du moins quelque chose qui y ressemble, le fameux pass sanitaire européen, le pass vaccinal français, ce sont les premières pierres du crédit social. Pour l'instant, qui touche un domaine de santé, un problème
sanitaire. Mais rien n'empêchera demain le législateur, l'exécutif, de rajouter ou d'intégrer ou de modifier le pass pour passer d'un pass vaccinal à un pass citoyen, un pass vert. Vous avez entendu parler du fameux pass vert, ce fameux pass qui vous donnerait un crédit carbone, et qu'une fois que vous aurez atteint votre crédit, eh bien vous ne pourrez plus utiliser votre voiture ou utiliser quelques outils qui émettraient trop de CO2. En revanche, on vous dira, mais oui, mais c'est pas limité, vous pouvez acheter des crédits. Business, business. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, peut-être que certains d'entre vous ont dit non, c'est de la science-fiction, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Comme je viens de vous le dire. À votre avis, pourquoi cette insistance à vouloir conserver, voire même institutionnaliser le pass vaccinal? Pourquoi l'Union européenne a-t-elle mis en place son fameux pass sanitaire? Pourquoi il est déjà dans un certain nombre de pays, dans les partis écologistes, question de faire une insistance auprès, une pression auprès des gouvernements pour commencer à réfléchir à un pass écologiste, un pass carbone. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mixé avec le 1984 de George Orwell. Si ces deux auteurs pouvaient voir le monde aujourd'hui, ils se diraient, mais finalement, nos romans étaient des romans de science-fiction, étaient des romans d'anticipation, certes, dotés d'un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut avoir une certaine réflexion, ou même des éléments qui étaient des alertes pour les futures générations. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces deux romans, comme un certain nombre d'autres œuvres, commencent à devenir non plus de l'anticipation de la science-fiction, mais limite des manuels d'utilisation, des manuels de vulgarisation. Sur ce, je vous laisse réfléchir sur cette question, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.